bienvenue sur Europe 1 dans votre émission La Libre Antenne. Vous le savez, ici on parle de vous, de vos vies et surtout on tente de vous aider sur le chemin de la conscience. Ah, la conscience, elle est à la fois puissante et fragile. Elle permet à l'être humain de chercher une vérité possible. La conscience est dans le même temps incomplète et en proie aux illusions, disait le philosophe Spinoza. Indissociable de la société pour Marx, influencée par un langage limitant la perception selon Bergson, et dépendante et inféodée à la conscience selon Freud. Fragile conscience qui nous donne une relativité singulière de chaque individu. L'être humain est en effet un projet qui se constitue peu à peu. D'une certaine façon, il peut se définir par l'ensemble de ses sensations, de ses sentiments, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Ce qui convoque et invoque sa liberté tout autant que sa responsabilité. Alors, pour que le sujet advienne, c'est-à-dire concrètement, vous et moi, dans notre personne propre, unique, il est nécessaire de libérer la parole, donc le désir. En fait, on ne peut se constituer que si on accepte d'exister par soi-même au-delà des dogmes, des discours et des modèles. Ce que certains psychanalystes anglo-saxons appellent constituer le self, le soi. On ne peut exister que si on décide un jour de parler en son nom, de ses profondeurs et de ce qui nous est essentiel. C'est ce que je vous propose de faire ce soir en nous appelant au 39 21. C'est Assiba et Quentin qui répondront à vos appels et Philippe Chartier, que vous connaissez bien maintenant sous son diminutif de Fifi, qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Et puis vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr à l'émission Libre Antenne. À 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis, avant d'accueillir un premier auditeur ou une première auditrice à l'antenne, beaucoup d'entre vous m'ont demandé par mail, par SMS, de redonner les coordonnées des livres dont on a parlé hier soir dans l'émission au sujet de la communication non violente. Alors, on avait parlé de plusieurs ouvrages. Je vous ai d'abord parlé d'un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». L'auteur en est Thomas Dansembourg, D'-A-N-S-E-M-B-O-U-R-G. Et l'éditeur, ce sont les éditions de L'Homme comme un homme. Et puis, je vous ai parlé également d'un petit livre peu onéreux qui s'appelle La communication non violente au quotidien. Ce sont les éditions Jouvence qui ont toute une petite collection de petits livres de psychologie très utiles. Et donc l'auteur de la communication non violente au quotidien, c'est Marshall, M-A-R-S-H-A-2-L, Rosenberg, R-O-S-E-N-B-E-R-G. Donc c'est une petite collection pratique chez Jouvence. Et puis toujours chez Jouvence, on avait parlé également hier soir d'un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou des murs, entre parenthèses, de ce même auteur, Marshall B. Rosenberg, aux éditions Jouvence. Mais là, c'est une collection un peu plus importante. Voilà, vous savez tout. Sachez que si vous vouliez retrouver ces livres en tapant sur Google Internet, ouvrages sur la communication non violente, vous retrouverez très très rapidement tous ces ouvrages. Et puis sinon, sur le podcast d'Europe 1, en nous réécoutant hier ou ce soir, vous aurez de nouveau ces coordonnées. Voilà. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Je vous remercie beaucoup de prendre mon appel. Je vous en prie. Et j'étais effectivement très intéressée par les coordonnées des livres que vous avez donnés hier soir, parce que je pense que le livre Cessez d'être gentil, c'est effectivement, ça me donne une clé par rapport aux problèmes que je rencontre et par rapport en fait à mon état d'esprit qui est habituel en fait. C'est un petit peu difficile de commencer. Toujours. En fait, voilà, je suis séparée de mon mari depuis 4 ans. Et après 25 ans de mariage qui a été je crois heureux, vraiment heureux, avec simplement les dernières années qui ont commencé un peu à déraper avec le départ des enfants, avec la ménopause pour moi, la cinquantaine pour mon mari, les questions qu'on se pose sur ce qu'on a fait de sa vie, enfin plein de choses comme ça. Et ce qui reste à vivre, enfin voilà, tout le tournant. Ouais. Et je crois que j'ai pas su voir tout ça. Par contre, mon mari s'est détaché et plutôt que de provoquer un peu des choses, en fait, il a pris une maîtresse.
J'ai découvert cette liaison et je l'ai découvert, il me l'a pas dit. Et ça a été vraiment une période vraiment très douloureuse parce que ça remettait vraiment tout en cause. Tout par terre. Et pendant un an, il m'a dit que cette femme comptait beaucoup pour lui, mais qu'il resterait, qu'il fallait qu'il réfléchisse, etc. Bon, puis en fait, la situation s'éternisant, il n'y avait rien qui en sortait. Je lui ai demandé de partir, en fait, et puis de réfléchir et de choisir. Donc, la séparation a été effective. Et ça a été une période vraiment très, très, très difficile. Et à cette époque-là, je me disais, mais ça va vraiment être terrible et je ne sais pas si je m'en remettrai. Ouais. Et puis je me rends compte que finalement, je m'en remets peu à peu. Hein. Oui. J'accepte effectivement ma part de culpabilité dans cette histoire-là. Et je me dis que j'arrive à retrouver dans ma vie pas mal de choses qui m'intéressent. Donc, c'est pas forcément si négatif que ça. Non, oui. Mais ce que je ne pensais pas à l'époque, c'est à quel point ce serait difficile d'avoir une vie familiale terminée. Et ça, je ne m'en remets pas. Oui, je comprends et vous avez raison, vous avez un ressenti très légitime, d'autant que vous avez construit une cellule familiale. Quand on l'a construit, c'est fait pour durer, elle a duré 25 ans et surtout qu'elle se détruit au moment où les enfants prennent leur envol du nid. Alors c'est un peu comme si... de se dire alors il n'y a pas de suite, voilà, ma maison, le toit s'est effondré, tout s'est effondré alors que je pensais avoir une annexe, des petits enfants, continuer. C'est ça. Et j'en suis effectivement à ce stade où en fait ma vie n'est faite actuellement que d'événements heureux. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Mes enfants vont bien, ils travaillent, il y en a 2 en couple. Qui s'installent dans la vie avec beaucoup d'enthousiasme, qui ont le métier qu'ils voulaient. C'est formidable. Elle est là, la réussite, Jocelyne. Hein, bien sûr, et j'en ai tout à fait conscience, tout à fait. Mais j'arrive pas à me... En fait, ce qui est terrible, c'est que je me dis, je suis maintenant toute seule à contempler ça. Et ce moment-là où on récolte effectivement tout ça. Tous les fruits en fait, et on est tout seul. Et je suis toute seule. Et puis, et en fait, j'ai toujours été habituée à être très souriante, à avoir plein d'énergie et tout ça. Et j'ai continué parce que, comme dans ce livre-là que vous avez conseillé, en fait, on se permet pas d'être soi-même. Et quelque part, j'avais tellement souffert d'avoir une mère qui était très culpabilisante, qui disait toujours si j'ai des soucis, c'est de votre faute, etc. Que je me suis toujours dit que par rapport à mes enfants, c'était important de taire en fait ces soucis, et donc de les laisser vivre sans cette culpabilité ou ce poids. Et en fait, je crois que j'ai très mal géré en fait tout ça. Hein. J'ai rien dit. Hein, j'ai rien dit. Et là maintenant, mes enfants me voient bien. Oui. Et ils comprennent pas. Alors il y a plein de non-dits. Que vous ayez mal par moment. Oui, en fait. Il y a plein de non-dits. Par exemple, donc mon mari, puisqu'il est encore mon mari pour peu de temps, vit avec cette femme qui a quand même détruit tout. Alors je sais bien que lui aussi a largement sa part de responsabilité, bien sûr, mais quelque part c'est un petit peu elle que je vise. Et je pensais que mes enfants, en fait, là aussi je comprends, mais je pensais que mes enfants accuseraient le coup par rapport à cette femme. Et finalement, il y a un lien qui se crée avec elle. Mais oui, forcément. Ouais. Mais ce qu'il y a, Jocelyne, c'est que il faut voir que vos enfants, ils ont pas envie de choisir entre les deux, qu'ils aiment toujours les deux, et que pour eux, ce qui est compliqué, c'est de continuer à aimer les deux qui ne font plus un.
pour eux, enfin dans leur esprit. Et donc ils s'attachent, eux leur intérêt, leur équilibre, c'est de continuer une relation affectueuse et affective avec chacun d'entre vous. Mais vous êtes dans une autre sphère qui est, il y a votre ressenti, il y a vous lui en voulez, il y a toute cette détresse et cette rupture. Et donc c'est très compliqué d'avoir des enfants qui continuent à aimer celui que vous n'aimez plus finalement. Oui, puis qui a détruit en fait cette notion de famille qui me semblait importante et qui va en plus dans les mois qui vont venir, et c'est là aussi que je bloque, parce que jusqu'à présent, cette situation-là, j'essayais de la gommer. Oui, le fait qu'il soit avec quelqu'un. Alors oui, puis d'un autre côté, je me disais, je veux même pas en entendre parler. Je mettais ça de loin. Oui. Et là maintenant, j'ai des enfants qui vont se marier, qui vont avoir un bébé. Or là, forcément, il va y avoir forcément un contact. Oui, c'est ça. Cette femme va nouer un contact affectif avec un petit, et ce sera pas vous. Alors c'est ça aussi, et puis en même temps toute la fête qu'il peut avoir autour d'un événement de ce genre-là, un mariage, bien etc. sûr. Oui. Ça va être tellement là où on devrait être heureux sans contrainte, sans souci. Moi, je vois ça vraiment comme une épreuve. Ah là là, une épreuve. Mais là, oui. Puis je crois qu'il y a mon orgueil qui en prend un coup aussi. Oui. Et... Alors, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous dites, Jocelyne. Il y a, d'une part, effectivement, votre orgueil. Alors, je ne sais pas si vous aviez encore des sentiments très forts pour lui ou pas. Parce que si vous allez bien, peut-être qu'ils étaient plus si forts que ça. Alors, ils étaient plus si forts, c'est clair, mais moi, j'avais... Enfin, vous vouliez continuer, vous? Oui. Je pensais qu'on allait renouer, enfin que ça allait redémarrer en fait, et que c'était. Oui, vous gardiez l'espoir. Oui. Et là, vous êtes dans la perte de l'illusion, dans la réalité. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie. Il y a ça, il y a le fait effectivement de renoncer au projet, à votre projet, puisque votre projet c'était d'être grands-parents ensemble. Mais c'était votre projet et pas le sien. Donc, quand un couple se défait et qu'on n'est plus dans le même projet et qu'on est tout seul à porter un projet sur lequel l'autre n'adhère pas, c'est excessivement douloureux parce qu'on a porté des projets ensemble pendant 25 ans, en l'occurrence pour vous, et tout d'un coup, on n'est plus d'accord sur le même projet. Donc il y a une forme de... On appelle ça... c'est une jolie expression que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On parle de deuil blanc, de faire un deuil blanc. C'est pas un deuil dans le sens de la mort, mais un deuil blanc dans le sens où c'est toutes les formes du deuil, sachant que la personne est encore vivante et qu'elle continue, elle, d'autres projets qui nous vont pas. Oui, alors justement, quand ça s'était passé, cette situation, j'avais dit à mon mari, et là pour le coup, c'est quelque chose que je ressentais, que je ressens quelquefois, un peu toujours, c'est peut-être terrible à dire, mais j'aurais presque préféré qu'il meure. Oui, ça aurait moins, bien sûr. Oui, je comprends. Tout, hein. Oui, c'est terrible à dire. Oui, mais... parce que on va dire le statut de veuve. Enfin, c'est pas comme d'être une femme abandonnée et seule, et lui continue sa vie et vous renvoie à. Là, ça vous renvoie à un échec d'un projet que vous aviez ensemble, comme si vous aviez. Mais on est toujours deux dans une histoire de couple. Ça nous redonne une relecture de tout ce qui s'est passé. Oui. Ça gâche même quelquefois les... Ça peut, mais alors c'est tout le travail à faire qui est de ne pas gâcher ce joli passé que vous avez ensemble. Parce que la vie, c'est un long fleuve qui charrie plein de choses et c'est pas ce qu'on vit à l'instant d'aujourd'hui qui modifie le fleuve en amont. Vous voyez, le fleuve en amont, il a été ce fleuve-là. Vous ne devez pas, pour vous, pour votre équilibre, modifier ce passé heureux. Donc attention à vos lunettes, attention à la relecture du passé, parce que là, vous pouvez vous faire excessivement mal en réinterprétant le passé à l'aune du présent. Faire ça, c'est terrible. On est nombreux à le faire dans les moments où ça va mal. Mais en fait, c'est dramatique, parce que ce passé, il était vierge du présent d'aujourd'hui. Donc là, vous le revoyez avec le présent, mais c'est une construction de votre esprit. C'est pas vrai. Et puis l'autre chose, c'est que dans une histoire de couple, ça c'est pour apaiser un peu votre culpabilité, on est toujours deux. Et on est deux voire trois, c'est-à-dire que on a créé une troisième personne qui est ce couple, cette relation. Et quelquefois, c'est le troisième qui est malade. Et chaque personne reste qu'elle est, puis cette troisième entité qui est le couple, elle est malade de façon incurable, jusqu'à mourir. Et c'est ça qui aujourd'hui est très douloureux pour vous, mais
Mais dont vous n'êtes pas seul responsable. C'est pas vous qui teniez votre couple, vous étiez deux. Oui, bien sûr, oui. Ce qui est là douloureux, c'est de se dire, je suis plus dans le même projet que lui. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs et le même projet. On n'a plus la même vision alors qu'on l'a eu pendant 25 ans. Élever des enfants, regarder ensemble dans la même direction, comme dit le poète. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Alors en même temps, je garde, par rapport aux enfants, on garde des rapports tout à fait cordiaux. Hein, et on a toujours en fait ce désir. Hein, je sens bien que malgré son changement de cap, etc., il est toujours très très attentif par rapport à ce que vivent ses enfants et par rapport aux choix qu'on peut faire ensemble. On continue à les faire ensemble. Par rapport aux enfants, oui. Ouais. Et donc, c'est ce qui me rend presque encore les choses plus difficiles. Parce que il serait quand même complètement parti. Et puis il serait très méchant, très affreux. On pourrait le détester plus facilement. Mais là, hélas, non, il reste un type bien. C'est très énervant. Oui. Mais vous voyez, Jocelyne, en même temps, pour vous, c'est d'essayer de regarder... je sais que c'est difficile quand on souffre de regarder le verre plein plutôt que le verre vide, mais c'est aussi pour vous une autre vie qui s'ouvre. Et c'est un monde qui s'écroule, mais ce que vous ne voyez pas encore, c'est qu'il y a un autre monde qui va s'ouvrir, d'un chemin juste à vous, très différent. Et comme dit Eridan, vous êtes à l'orée du mariage, mais l'orée peut vous permettre d'entrer ou de sortir d'un bois. On sent une liberté en vous. Et c'est vrai que là, il y a un autre texto qui dit « Vous souffrez de n'avoir jamais renoncé ». Là, il y a tout un travail à lâcher ce qui est mort. Mais c'est très, très douloureux. Hein. Et ça, effectivement, c'est compliqué. On reste longtemps attachés. Regardez, même les proches qu'on perd, on reste si longtemps attachés à eux. Donc, un couple qui est finalement encore très vivant par l'intermédiaire des enfants. Parce que votre couple, il a encore cette vie, ce cœur qui bat, puisque ce sont vos enfants. Donc il a encore une part très vivante. Et ça, c'est complexe pour vous. D'un côté, il y a la maman, l'ex-femme en étant la maman avec cet homme-là, de ces enfants-là. Mais maintenant, il y a Jocelyne, il y a une femme à trouver, à retrouver, qui a toujours été là, mais à lui donner peut-être plus d'ampleur, à déployer un peu ses ailes, à trouver un nouveau chemin, une nouvelle autonomie, à réapprendre des choses très nouvelles. Et peut-être que vous y allez y trouver beaucoup de plaisir, une croissance, des choses nouvelles, de regarder devant. Mais j'entends, hein, je vous dis ça, mais je sais combien, en vous écoutant, c'est un chemin délicat et difficile parce qu'il n'est pas choisi, il est subi. Vous voyez, c'est très différent quand on part pour quelqu'un d'autre ou qu'on dit j'en avais assez, j'ai tout fait et maintenant je prends mon envol et c'est tant mieux. Mais là, vous êtes dans une contrainte. Et ça, évoluer sous contrainte. Mais on évolue souvent sous contrainte, on s'en rend pas compte. Dans la vie professionnelle ou même en tant que maman ou papa d'enfant, quelquefois on a des contrariétés, on va dire, ou des grosses contrariétés, des choses qui nous obligent à faire différent que ce qu'on imaginait faire. Et c'est une contrainte. Et qui peut être très affective, du même ordre que celle que vous vivez et qui n'est pas choisie. Mais quand celle-ci arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous est envoyé à dépasser. Alors là, je dis ça d'une façon, mais il y a quelque chose à entendre pour vous, pour y retrouver un sens à vous. Ça va vous aider. Oui. C'est vrai que si, par exemple, j'entends tout ce que vous dites. Hein, effectivement, je me dis qu'effectivement, oui, la difficulté, c'est vraiment cette histoire de trahison. Moi, j'appelle ça vraiment une... et si mon mari était parti un jour en disant, écoute, on peut plus, quoi. Enfin, qu'on ait fait le constat qu'effectivement c'était fini, et il me semble que s'il avait retrouvé une compagne après... Ça aurait été moins douloureux, mais oui, parce que là, il y a une blessure d'orgueil terrible. L'orgueil, mais oui, mais l'orgueil, on s'en rend pas compte, c'est un truc épouvantable. C'est épouvantable, l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est une enveloppe qu'on se crée pour ne pas être trop touché dans notre ego. C'est une espèce de coque supplémentaire à l'estime de soi. En fait, elle sert à rien, cette coque. Si on la regarde bien, elle sert pas à grand chose, parce que l'estime de soi, elle est composée de plein d'autres choses bien plus jolies que l'orgueil. Mais souvent, parce qu'on a une estime de soi un peu faiblarde,
on se crée un gros orgueil qui va nous tenir chaud à une petite estime de soi toute froide. Mais c'est peut-être là l'occasion qui vous est donnée, c'est à lâcher cet orgueil-là, de vous dire que vous restez envers et contre tout une femme bien et formidable, fière de ces enfants-là, de ce que vous avez construit, fière aussi du couple que vous avez eu avec lui. Et puis aussi, vous avez été aimée, très aimée par cet homme dans des années formidables. Ok, là, il passe à autre chose, mais ça n'annule pas, vous voyez, ça n'annule pas, Jocelyne, tout le vécu d'avant. Vous avez été la choisie, la préférée. Vous restez pour lui son grand amour, quelle que soit la femme avec laquelle il est aujourd'hui. Il peut pas, elle ne peut pas vous l'enlever et on ne peut pas lui enlever à lui. C'est gravé, c'est dans votre vécu. Et ça doit vous alléger. Oui, d'accord. Oui. Ça, c'est important de vous dire ça. Oui, d'accord. Et que le fait que lui passe à autre chose, c'est que vous parliez plus la même langue. Et que donc, ma foi, quand on parle plus la même langue avec quelqu'un, c'est pas très agréable de faire la conversation, quoi. Oui, bien sûr, oui. Donc pour vous, il n'y avait pas forcément d'intérêt ou de plaisir à continuer. C'est que de toute façon, s'il était là-dedans et qu'il a choisi quelqu'un d'autre, c'est bien que vous n'étiez plus en phase. Oui, et donc c'était plus vous respectez vous. Repartez sur vos bases à vous, là. Vraiment. C'est important de vous retrouver, vous, dans votre vraie bonne estime de vous-même et pas dans l'orgueil. Pas grave, tant pis, s'il en a préféré une autre, c'est qu'il était plus bon pour vous. Voyez, il était plus bon pour vous. Oui, d'accord. Et ça, essayez de vous de vous en convaincre, mais de vous en convaincre dans le regard, dans des choses très concrètes, hein, pas juste vous le dire comme je vous le dis là, mais dans le regard de vos enfants, dans l'amour que vous portent vos enfants, vous allez le voir. Eux, ils ont beau aimer votre père, ils vont découvrir que papa c'est pas maman et maman c'est pas papa. Ils vont découvrir deux identités, ils vont aimer chez chacun la différence. Mais ils vont faire la part des choses et ils vous aimeront pas moins, au contraire, ils vont découvrir vraiment la belle maman que vous avez été pour eux. Et ça va vous aider. Il y a First Lisa qui vous dit que vous devez garder confiance en vous. Et Cathy qui dit on est soumis au désir ou au non-désir des autres. Et c'est vrai qu'il faut retrouver son propre désir. Oui. Oui. Et mais, puis, effectivement, cette histoire d'orgueil, c'est pas d'orgueil, oui, l'image qu'on donne de soi. Oui, mais c'est une protection, hein, l'orgueil. Heureusement qu'on en a un. Ça évite quand même de se faire marcher sur les pieds trop souvent. mais autant l'orgueil dans des petites choses de la vie peut nous aider facilement, autant quand il est sur des choses aussi profondes. Là, il est nocif. Là, c'est un orgueil qui va vous blesser. Ah oui, puis là, il est en train de m'enfermer complètement. Oui, oui. Je le ressens, hein, parce que mes enfants, maintenant qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses dont il ne faut pas parler, ils n'en parlent pas, mais donc du coup, ça entraîne un manque une non-communication par rapport à tous ces sujets qui risquent de fâcher. En fait, oui, alors que ils vous sentent plus libérés et plus détachés, eh ben ils vous en parleront de nouveau. Vous aurez plus ce poids. C'est pas ce qu'ils sentent. Parce que qu'est-ce qu'ils font, vos enfants ? Ils vous protègent, ils veulent pas que vous soyez blessés. Donc du coup, ils s'adaptent à votre blessure. En se rendant compte que là, il vaut mieux pas parler à maman de l'ami de papa ou de certains projets, ou parce qu'on sait que on va voir des larmes dans les yeux de maman et que ça, c'est pas possible. Donc, le jour où ils vont sentir maman un peu plus légère, un peu plus détendue, un peu mieux en elle-même, tout d'un coup, ils auront besoin de partager ça avec vous. Et là, ils le feront. Parce que le poids du silence, il est lié à la protection que vos enfants mettent pour vous. Mais c'est à vous, en avançant petit à petit, ils vont sentir comme un air frais, un peu plus léger dans l'atmosphère. Et du coup, ils verront que c'est plus tabou, ils le sentiront. D'accord, oui. Je reçois un joli SMS pour vous qui dit « S'aimer consiste non pas à se martyriser pour en renaître plus grand, mais à se soutenir soi-même dans l'épreuve. Aimez-vous. » C'est vrai. Vous ne vous martyrisez pas, mais soutenez-vous. Et vous en avez besoin parce que il faut pas se voiler la face. C'est vrai que vous traversez une épreuve très difficile. Oui,
c'est vrai que... Et puis en même temps, c'est vrai que c'est pas une période facile, cette période où les enfants s'en vont. Elle est largement légitime, hein, et on est heureux de les voir partir et content comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même pas simple de les voir partir, et ça, allié à cette histoire de rupture, c'est vrai que c'est double peine, c'est double peine, oui, Jocelyne. Oui. C'est double peine. Il y a dans la souffrance humaine toujours un moment où on se dit c'est injuste. Oui, je parlais l'autre jour de Job, vous savez, à l'antenne, du livre de Job, sur l'injustice de la souffrance humaine, mais c'est insondable. Ça, c'est un mystère, et c'est quelque chose qui, quand ça nous arrive, doit être traversé. C'est le sens de l'épreuve. Et on peut pas se battre, J'ai eu souvent ce sentiment, effectivement, de me dire c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Effectivement. Bah oui, c'est ce qui nous vient quand on est contraint à souffrir. Le premier réflexe, c'est de dire mais pourquoi moi? C'est pas juste, j'ai pas demandé ça, c'est pas ce que je voulais. Mais si c'est pas ce que je voulais, à un moment donné, on passe à un autre stade qui est ok, c'est pas ce que je voulais, mais maintenant je dois faire avec, parce que sinon, on peut pas traverser. C'est l'orage, hein. C'est l'orage. Et je le ressens bien d'ailleurs, hein. Je sens bien qu'effectivement pour ma vie à moi, ça commence effectivement, j'ai plaisir à refaire des choses sans contrainte, juste pour moi en fait. Hein, vous voyez, c'est le soleil qui se lève là. Oui, c'est cette histoire de vie familiale en fait, hein, sur laquelle ça chope le plus. Mais oui, mais là on touche de fond toutes vos croyances, tout votre univers pendant 25 ans de vie. Donc, mais il faut voir une chose, c'est que quand notre monde s'écroule, on pense qu'on n'existe plus. Parce que souvent, on pense qu'on existe par rapport à un monde qu'on s'est créé. En fait, on existe quel que soit le monde qu'on s'est créé. Donc, en fait, votre monde s'est écroulé, mais un autre va se mettre en place. Et là, vous êtes dans l'intervalle de ces deux mondes-là. C'est tout cet environnement, toutes ces croyances, tout ce sur quoi vous aviez basé 25 ans de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des bases qui sont effondrées, mais vous restez la même. Et avec une autre maison à recréer, qui sera pas moins belle, pas mieux, différente, peut-être qui vous ira mieux, dans lequel vous allez recréer quelque chose, mais c'est long, lent et douloureux. Et là, vous êtes dans cette traversée-là. Oui, bien sûr. Oui. Mais il faut pas accrocher le passé en disant il faut traverser cette douleur en disant ok, c'est pas ce que je voulais, et une fois que vous aurez bien passé cette phase de c'est pas ce que je voulais, maintenant qu'est-ce que je veux? Maintenant qu'est-ce que je veux? Oui, bien sûr, oui. Donc j'espère que vous allez trouver ce que vous voulez pour vous, Jocelyne. Mais je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci à vraiment, vous. Merci de nous écouter de cette façon-là. Bon courage à vous. C'est pas facile. Au revoir, Jocelyne. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Avant d'accueillir Sophie, Jocelyne, si vous nous écoutez, encore des réactions pour vous. Il y a Nadège qui vous remercie d'avoir parlé de votre souffrance, tout ce qui s'est dit, l'aide aussi, et elle vous embrasse. Et puis il y a également Claudine qui vous dit mariée depuis 30 ans, je vis la même chose depuis plus de 3 ans, et l'an dernier je me suis décidée à le quitter alors que je l'aimais éperdument, et je me suis sentie trahie aussi, et la déchirure est énorme, mais j'ai décidé de survivre pour ceux qui m'aiment, et mes enfants et mes petites filles, et je me sens capable d'y arriver. Voilà, j'espère que ces messages vous aideront, Jocelyne. Et puis il y a Sophie qui est là à l'antenne. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie, merci de m'accueillir. Et voilà, et par ailleurs vos 3 livres que vous avez cités, je les ai lus, j'ai travaillé, et ça m'aide aujourd'hui. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout réussi. Mais c'est fait pour revenir dessus à certains moments, voilà. Au moment opportun. J'ai besoin. C'est pas si facile que ça, la communication non violente. Non, c'est pas facile, hein. Non. Ah non. J'ai tourné plus d'une phrase et plus d'un truc dans ma tête en disant voilà et tout. Et ça donne pas toujours le résultat qu'on espérait. Non. C'est surtout ça le problème. Oui, une fois qu'on a pigé le truc, on se dit mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Et puis autrement, cessez d'être gentil, soyez vrai. Cela me sert dans le souci que j'ai aujourd'hui, je crois. Alors, voilà. Alors moi,
je suis l'amie d'une femme, d'une amie, et elle a une maladie de l'alcoolisme. Oui. Je l'ai connue, elle était en abstinence, donc je ne l'ai pas connue ivre, si vous voulez. Bon, tant pis, j'emploie les mots, je ne sais pas trop comment parler. Non, de mais tout comme ça. voilà, comme vous le sentez, comme ça vous vient. Et donc, bon, il y a 2 ans qu'elle a arrêté. Moi, je l'ai connue juste après. Hein. Oui. Donc, il y a 2 ans qu'on se connaît à peu près. On est devenus amis, on a des centres d'intérêt, et puis, voilà. Et on se voit, on s'est vu régulièrement. Et dernièrement, je suis allée chez elle et je suis arrivée, elle était ivre. Oui. Je n'ai pas été très étonnée parce que au mois de février, elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Oui. Elle vit seule. Oui. Son fils ne la voit plus depuis qu'elle a eu ses problèmes d'alcoolisme. Il s'est détaché d'elle. Elle a sa fille et puis une petite fille qu'elle adore. Donc tout ça ça la tenait. Mais elle a porté son cancer pratiquement toute seule. Oui. C'est une personne qui parle peu, qui ne sait pas parler d'elle. Oui. On ne parle pas de soi. Oui. On embête tout le monde. Ben oui. On est super propre, super lisse, super net, super... Là, rien ne dépasse, nulle part. Oui. Bon, elle est comme ça. Et là, moi, je suis arrivée, elle était saoule. Oui. Bon, j'ai dit, ça y est, elle a replongé. Oui. Et puis, dans la nuit, elle a vomi. Oui. Et, bon, je me suis levée, je l'ai assistée, et il fallait défaire son lit et tout ça. Et comme de bien entendu, elle ne pouvait pas ouvrir son armoire parce qu'il y avait les bouteilles. Oui. Bon, elle repart vomir. Moi, j'ouvre l'armoire, je vois les cadavres, comme on dit, vers chez moi. Et, je refais le lit et... part dans le garage, enfin je raconte un peu l'histoire comme ça, mais fumer sa cigarette, je la suis, et face à face, je lui dis, tu bois maintenant, t'as replongé, t'as plongé. Oui. Je dis, je viens de trouver les bouteilles. Oui. Et elle me répond, je suis contente que tu le saches. Ah oui. T'es la première à le savoir, mais qu'est-ce que je suis contente que tu le saches et que tu le sais. Tu sais maintenant que j'ai replongé. Puis je dis oui, mais je le sais déjà depuis plusieurs jours, là. Oui. Et puis voilà, moi j'ai dormi avec elle parce que c'est bien. Dit, je dors avec toi. Oui. Bon, elle s'est levée, elle m'a dit oui, il y a plus que ça, ces bouteilles-là, j'ai vidé la dernière. Bon, j'ai pas cru, hein. J'ai pas cru. Bon, elle est descendue, je l'ai pas suivie. Je dis de toute façon, je peux rien pour elle. Voilà. Et bon, j'ai quand même dormi avec elle. Le lendemain matin, moi, je lui ai dit bon, maintenant c'est pas tout. Il faut faire quelque chose. Oui. J'ai fait un jeu de rôle avec elle et je lui ai demandé à ta meilleure amie, qu'est-ce que tu lui dirais si, par exemple, j'étais cette amie-là et que j'étais dans ton état et que je replongeais dans la maladie de l'alcoolisme. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Et bon, au bout d'un moment, elle me dit, tu veux que j'appelle le médecin pour toi? J'ai dit merci. Merci, tu viens de me donner la solution. Ouais. Mais c'était le 15 août. Tout était fermé, donc je ne pouvais pas appeler le médecin. Oui. Mais elle fait partie d'un groupe d'aide. Oui, aux alcooliques. Voilà. Et j'ai eu l'occasion une fois d'aller à une fête avec eux. Et là, je lui ai dit, tu as des amis là qui te suivent, que tu suis, que même toi, tu fais des permanences pour aider les autres. Maintenant, tu les appelles. Oui. Bon, sur le coup, elle ne voulait pas, mais au bout d'un moment, et qu'est-ce que je vais leur dire? Et bon, alors je leur dis, voilà, tu as replongé, tu leur dis que tu as replongé, que tu as besoin d'aide. Je dis, tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas tout faire toute seule. Et tout, que ça va partir comme ça, par la force du Saint-Esprit. Enfin, bon, je dis avec mes mots, tant pis. Et puis elle a appelé.
Elle les a pas eu, elle a eu personne. Bon, après, elle a appelé les répondeurs. Enfin, elle a appelé 4 fois quand même, à 3 personnes différentes. C'était déjà une sacrée victoire, je trouvais. Ouais. Et puis après, je lui dis bon, maintenant ta fille. Or, avec sa fille, j'avais eu l'opportunité de lui dire comment elle est très mal. Mon amie est très mal. Elle est très mal. Elle est en grande souffrance. Ouais. Et la fille m'avait dit, oui, et puis bon, elle paraît incohérente. Je dis, bon, elle se doute. Et elle me dit, la semaine dernière, ça allait très mal. Je lui ai demandé de t'appeler pour que tu viennes. Elle n'a pas voulu. Je dis, mais pourquoi elle n'est pas venue? Ah, j'aurais pas voulu qu'elle parte en voiture. Et aujourd'hui, alors, Sophie? Alors, aujourd'hui, elle n'a pas téléphoné au médecin. Mais alors moi, j'ai un problème, je ne sais plus comment. Bon, j'ai été vraie, j'ai été franche, j'ai été vraie, j'ai pas tourné au-dessus du pot, mais moi, j'ai un passé, pas personnel d'alcoolisme, mais dans la famille. Oui, oui. Hein? Et j'ai ressenti de la colère. J'avais qu'une hâte, c'était de partir de chez elle. Oui, oui. J'ai appelé, 2 fois elle n'a pas répondu, j'ai appelé aujourd'hui, je l'ai eu. Personne n'a appelé le médecin. Vous voulez dire personne? Elle n'a pas appelé le médecin? Elle n'a pas appelé, ni sa fille. Oui. Et puis, moi, j'ai fini par demander veux-tu me donner le numéro du médecin? Elle me l'a donné. Oui, donc vous l'avez appelé? Non, c'était trop tard, c'était à 8h30 ce soir-là. Et puis, du coup, elle m'a promis, demain. Mais moi, j'ai peur d'être trop intrusive dans sa vie. Parce que je suis des fois brusque, et puis... Et puis que c'est lourd, là, surtout, pour vous. Oui, c'est lourd, oui, et puis, dans la nuit, le vomi et tout, j'ai tout nettoyé, j'ai failli vomir aussi, et moi, je crois que j'ai eu ma dose dans ma vie de ça. Oui, vous le dites très bien, là, Sophie, en fait, vous êtes en train de dire que voilà, vous avez plus envie de porter. Voilà. Et que vous vous demandez du coup si c'est bien, si c'est mal, qu'est-ce que ça veut dire, c'est toute cette inquiétude du coup qui vous taraude. Mais à un moment donné, vous avez fait beaucoup de choses dans tout ce que vous m'avez raconté. Elle le sait, vous l'avez mis sur des rails, elle vous a dit ce qu'elle voulait, vous êtes allé jusqu'à l'histoire du téléphone. Il faut aussi essayer de la mettre en face puisqu'elle a déjà été en cure de désintoxication, donc elle connaît, elle fait partie, vous dites, d'un cercle, donc elle sait aussi se prendre en main si, j'imagine, enfin vous allez me dire si je me trompe, si elle est très menacée, peut-être que là le fait que vous la portiez beaucoup fait qu'elle se porte encore moins. Je sais pas. C'est une question que je vous pose. Mais elle a arrêté la première fois, c'est parce que les gendarmes l'ont arrêtée, quoi. Ouais. Ça lui a fait un électrochoc. Ça. Et là, vous avez peur qu'elle aille... Est-ce que vous pourriez pas juste... là, c'était trop tard ce soir, mais juste passer le coup de fil demain pour être sûr que l'appel au secours est fait et qu'elle est prise en charge. Et puis après, le traitement où les choses vont se mettre en place. Juste passer le dernier... coup de fil puisque vous êtes allé jusque là, puis ne pas s'arrêter juste au seuil, c'est-à-dire juste terminer ce que vous avez enclenché, aller jusqu'au bout. Du médecin. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire pas vous mettre votre propre limite, vous voyez, Sophie, c'est-à-dire que pour alléger un peu votre tâche, vous pouvez pas la porter entièrement. Non. Vous pouvez pas prendre en charge son problème, et vous l'avez très bien dit en disant moi j'ai beaucoup porté, et puis c'est un sujet qui me touche, mais comme là vous vous êtes un peu engagé et bien, enfin, vous voyez, avec votre cœur et allez, parce qu'après vous pouvez aussi souffrir de pas aller jusqu'au bout de cette démarche que vous avez commencer. Donc juste terminer cette démarche, c'est-à-dire la démarche jusqu'au médecin incluse, et puis après avoir fait ce que vous aviez à faire, et puis la laisser elle continuer. Après elle sera dans un circuit médical. Oui. Et ce qui pour vous allège le souci de dire mais tout repose sur moi, vous voyez, mettre un cadre à votre aide. Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce que ce soir, elle m'a promis de téléphoner. Ah oui. Alors, et c'est important téléphoner au médecin, puis je te téléphonerai après. Je lui dis, il faut faire plus que téléphoner. Il faut dire que c'est en urgence, il faut qu'il te voie. Et puis, elle m'a dit, mais tu me crois pas. J'ai dit, si, je te crois. À l'instant même, tu es franche, c'est vrai ce que tu dis. C'est ta réalité. Tu y crois, c'est vrai. Mais je suis pas sûre que demain tu le fasses quand même. Mais ce soir, je te crois. Et je verrai le résultat demain. D'accord. Donc vous êtes allé jusqu'à l'engagement, d'accord. Voilà. Donc, mais bon, je peux téléphoner parce que je lui dis, est-ce que tu veux me donner le numéro du médecin? Elle me l'a donné. Hein. Oui, vous voyez, c'est très ambigu et c'est normal que ce le soit. Oui. Et c'est normal. C'est normal, mais vous êtes entre à la fois une culpabilité si vous faites pas ce que vous avez à faire, mais pas envie de le faire parce qu'en colère contre tout ça. Et c'est compliqué là entre les deux forcément. Oui, mais bon, ça je peux téléphoner demain. Bon, comme elle m'avait dit, je voulais attendre, mais je peux attendre jusqu'à, je sais pas, 2 heures. Si à 2 heures elle n'a rien fait réellement, moi j'appelle le médecin. Oui. Éventuellement. Oui. Donnez-vous de toute façon là, en l'occurrence dans la situation, pour pas vous laisser balloter dans ce que vous ressentez, mettez-vous un cadre, une décision. Oui. C'est ça qui va vous aider, à la fois à vous guider et vis-à-vis d'elle. Comme ça, vous serez pas bousculé dans tout ce que vous ressentez qui est forcément un peu confus et compliqué puisque ça vous renvoie à votre histoire. Voyez, mais en même temps, c'est votre ami. Enfin, tout ça s'imbrique. Donc, il faut pour vous aider, vous donner un cadre en vous disant voilà ce que je décide de faire, jusqu'où je vais et voilà. Et ça va vous guider, vous aider. Oui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, mais je crois que j'ai commencé par le système de lui dire tu téléphones aux gens que tu connais, qui connaissent ton problème et qui ont le même problème que toi en fait. Hein. Et puis à ta fille. Parce que j'ai pas voulu que tout repose sur moi. Oui, c'est ça. Donc vous êtes déjà, effectivement, vous avez déjà posé votre cadre et maintenant vous vérifiez que votre désir, qui est de l'aider, qu'elle soit soignée, soit réel, enfin existe par rapport à cela qu'elle va faire demain. Oui. Voilà. Et donc vous suivez votre propre décision comme ça. Oui, et en fait, je fais aussi ce qu'elle m'a dit dans le jeu de rôle. Exactement. Voilà. Vous allez jusqu'au scénario, en fait. Oui. Exactement. Et puis après, bon... Et puis après, vous êtes dans votre vie, Sophie, aussi. Oui. Vous voyez? Voilà. Voilà, sans culpabilité. Et c'est pas l'idée, vous voyez, de est-ce que je laisse tomber ou pas je laisse tomber. C'est je mets un cadre à mon aide. Mon aide a une consistance. Oui. Voilà. Elle a un cadre. Dans ce cadre-là, je suis bien. Et là, j'apporte quelque chose. Oui. Parce que j'ai du mal à être présente et prendre de la distance, vous voyez. Oui, parce qu'après. J'ai du mal à ça. Oui, parce que une amie qui va mal, on ne sait pas jusqu'où la porter. C'est-à-dire c'est compliqué son propre rôle, se dire est-ce que je porte complètement dans mes bras, est-ce que je porte comme moitié, un 3/4, comment je me positionne, qu'est-ce que je dois lui laisser, qu'est-ce que je prends à mon compte. Mais là, naviguer par rapport à ce que vous pouvez faire avec vous-même. D'accord, oui, c'est ça. Alors, il y a le Suriquette, qui dit peut-être que la personne serait réceptive au film que je lui avais conseillé. Effectivement, il nous avait appelé... je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, pour aider un ami qui avait ce problème d'alcool. Et je lui avais conseillé le film Un dernier pour la route. Ah oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler. Avec François Cluzet, voilà. Et qui est cette histoire d'un homme qui part en cure de désintoxication et tout le trajet qu'il fait avec effectivement les difficultés, les embûches. Et voilà, peut-être vous pourriez le regarder ensemble et ça pourrait l'aider.
Ça pourrait la déclencher dans son désir de soigner. C'est un très joli film. Elle a déjà fait une cure. Hein. Oui, c'est ça. Mais justement, dans cette histoire-là, il a déjà fait des tentatives et il a replongé. Enfin, voilà, il y a toutes ces Bah oui, parce que c'est un long chemin et ça peut l'aider à comprendre qu'on gagne pas d'avance. Hein, c'est comme on a toutes les drogues, on arrête de fumer, c'est rarement gagné d'avance. Oui. On fait des essais, on replonge, on refait un essai, puis un jour, quelquefois, tant mieux, c'est la bonne. Oui. Bon, et l'alcool, c'est encore plus complexe. Oui. Alors, oui, puis là, je reçois un autre SMS pour vous. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place de votre ami. Ne culpabilisez pas et ne portez pas ce qui ne vous appartient pas. Oui, c'est ça. Exactement. Être Donc, intrusive, j'ai peur aussi, quoi. Non, trop intrusif. Non, vous triez, Sophie. Il faut trier. Mais oui, il faut chaque événement, on a à chaque fois le choix. On se rend pas compte, mais dans plein de petits événements de la vie, chaque jour, à tout moment, on a des choix qui s'imposent à nous. Et c'est ça, trier. C'est à un moment donné, quand un événement, quelque chose se présente à nous, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a plein de petites routes. On va à droite, on va à gauche, on continue tout droit, on fait quoi? Et ben, c'est ces petites questions-là, c'est ça, naviguer. Et ce choix-là, il faut pouvoir l'exercer. Quasiment constamment, presque. On se rend pas compte, mais on l'a. Et c'est ça qui nous aide. Mais je parlais de la conscience en introduction de l'émission, c'est être dans la conscience de qu'est-ce que je fais qui est clair avec moi, qui est authentique, qui est posé, qui me convient. Faites ce qui vous convient. Et parce que vous pensez qu'il lui convient à elle. Même si vous faites pour que ça lui convienne à elle, puisque vous l'aidez. Mais quand on aide quelqu'un, on s'aide aussi soi, vous voyez, on a la réponse en soi. Donc en aidant l'autre, en fait, on n'est rarement pas juste si on est bien ancré en soi. D'accord, Sophie? Oui, je vais poser un cadre là. Et bon, je vais attendre jusqu'à 2h cet après-midi là, et puis demain. S'il n'y a pas, je l'appelle et puis et j'appelle le médecin, je lui dis. Je fais ce que tu m'as demandé de faire l'autre jour, ce que tu as conseillé à ta meilleure amie. Ouais. Ne portez pas à sa place, hein, Sophie. Ne portez pas à sa place. Vous ne, parce que il faut pas non plus que vous rentriez dans son jeu, parce que sinon vous allez pas l'aider. Donc attention à pas trop porter. Hein. C'est pas votre problème. Hein. Le problème d'alcool, c'est pas le vôtre. Vous, votre problème, c'est que votre ami est en danger. C'est pas complètement la même chose. Et puis elle est en souffrance, c'est incroyable. Mais c'est pas la même chose. D'accord, c'est pas la même chose. Donc vous n'allez pas résoudre son problème d'alcool. Vous allez, dans votre amitié, l'aider à enclencher son action à elle. Mais ça doit rester son action à elle. D'accord. Hein? Donc on ne se substitue pas. Non. Voilà, vous savez, c'est l'histoire de est-ce qu'on donne à quelqu'un d'affamé des poissons ou une canne à pêche? Vous n'allez pas lui donner des poissons, vous allez lui donner une canne à pêche. Les poissons, ça l'aidera pas parce que demain, elle vous redemandera des poissons et après-demain encore des poissons. Et elle crèvera de faim si vous donnez plus de poissons. Par contre, si elle a une canne à pêche, elle va trouver les poissons. C'est ça, une aide réelle. D'accord, Sophie? D'accord, moi je vais. Ah ben voilà, et puis je reçois encore un SMS qui dit voilà, vous ne pouvez pas faire les choses à la place de votre ami, ne culpabilisez pas, voilà, ne portez pas ce qui ne vous appartient pas, ne faites pas les choses à la place, surtout gardez ça bien en tête. D'accord. Hein, c'est important. Beau courage, hein, Sophie. Beau courage à vous. Au revoir, Sophie. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
sur Europe 1, c'est la libre antenne, l'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21, commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve un moment de sa vie où il se pose des questions. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. Et nous retrouvons Denis. On était avec vous juste avant le journal. Bonsoir Denis. Bonsoir Sophie. Alors Denis, vous vouliez parler de vos deux grandes filles de 16 et 18 ans qui vivent mal le fait que votre nouvelle compagne et vous-même allez avoir un enfant. Voilà. Les deux grandes filles qui ont 16 et 18 ans. Je suis séparé de leur maman depuis une douzaine d'années. Et si on peut dire, c'est une séparation qui s'est bien passée, si on peut dire ça comme ça. Peut-être même trop bien passée par rapport à mes filles, quand je vois ce qui se passe maintenant. Donc on a su préserver une relation amicale, organiser l'éducation de nos filles en commun avec la maman que je connais depuis très jeune, etc. Là aujourd'hui j'ai 48 ans. Et puis j'adore mes deux grandes filles qui sont des demoiselles extra, etc., etc. Et puis j'ai fréquenté peu de temps après ma séparation avec leur mère une autre personne qui petit à petit, au fur et à mesure que les années sont passées, est devenue ma compagne, j'ai envie de dire régulière. Et puis assez récemment, alors qu'elle a 38 ans, on a décidé d'avoir un enfant ensemble. Ça sera son premier, peut-être le seul, et donc depuis 10 ans qu'on se fréquente, on a eu envie d'avancer dans la vie avec ce beau projet. Et j'imaginais bien que mes filles n'allaient pas forcément bien vivre ça, je n'aurais pas demandé leur avis, mais comme on avait une relation, alors je veux dire quand même au présent, on a une relation très très forte. Je les ai un week-end sur deux, je les avais tous les mercredis. Beaucoup de vacances, des voyages, et puis bon, du quotidien aussi, puisque avec la maman, on pouvait dîner ensemble, on pouvait se retrouver à leur retour de colo ensemble pour fêter leur arrivée, des choses comme ça, les anniversaires et autres. Toutes ces années sont passées, ma foi, en ayant une vie un peu, une organisation particulière, mais en même temps, une vie familiale en quelque sorte. Alors, cette nouvelle amie a été pendant longtemps suffisamment complice, je dirais, de l'affection que j'ai pour mes filles, pour être discrète, pour accepter qu'on ne se voit pas le mercredi, que je puisse avoir des vacances avec elle, etc., etc. Ouais. Ça l'arrangeait aussi parce qu'elle n'était pas peut-être encore sûre tout à fait de ce qu'on allait devenir ensemble. C'est une musulmane, donc je ne suis pas musulman, donc il y a eu des freins de son côté aussi pour qu'on s'installe ensemble, pour qu'on ait des projets ensemble. Alors ça m'arrangeait aussi parce que ça m'a permis de m'occuper de mes filles qui étaient petites quand je me suis séparé. Enfin donc tout ça, ça s'est bien passé pendant toutes ces années en quelque sorte. Et puis bon, je me suis dit à un moment donné qu'elle ayant 16 et 18 ans, presque 19 pour la plus grande, je pouvais un petit peu faire des projets. Et puis ça tombait juste au moment, encore une fois, où ma nouvelle amie voulait en faire. Alors j'ai attendu un petit peu après que la grossesse se soit déclarée cet hiver pour que les partiels de la grande soit fini, que la deuxième ait fini son orientation. J'en ai parlé aux plus proches, à leur mère, qui n'a pas mal réagi, qui comprend, mais qui a tout de suite eu peur pour ses filles. J'ai demandé comment les filles allaient réagir, comme on dit. Alors, plus ça avançait, plus je préférais un petit peu attendre. Bon, déjà que la grossesse soit confirmée, qu'ensuite elles aient fini leurs échéances. Et puis, quand je leur ai annoncé ça début juin, j'ai pris un peu d'élan. Ça a été un drame. Ça a été un drame puissance 1000 par rapport à ce que j'imaginais. Elles ont utilisé toutes les deux l'expression que vous avez d'ailleurs, qu'il y a eu l'autre jour dans votre émission, je ne sais plus qui l'a utilisé, mais elles ont parlé de bombe atomique. Ah oui, c'est moi qui ai dit ça, Je crois que vous avez dit ça autre jour. C'est l'anéantissement. Ah oui. Donc, mais alors vraiment, je ne sais pas comment de toute façon leur annoncer, j'aurais dit que j'avais des choses importantes à leur dire. Oui. Mais elles sont tombées toutes les deux en larmes, en crise de larmes profondes. Ah oui. Pourtant, c'est des filles maintenant, des jeunes adultes. Oui. Mais
Bon, c'est vrai qu'on a un rapport très très fort, hein. On a un rapport câlin, on a un rapport, j'ose pas le dire, mais un peu amoureux, fusionnel. Bras dessus, bras dessous quand on se balade, sur la couette pour regarder la télé, des choses comme ça. Ceci explique un peu cela déjà, Denis. Sûrement. Sûrement. Et puis là, le problème, en fait, si je vous appelle, parce que en général, vous parliez tout à l'heure de choisir ses chemins, etc. C'est ce qui me plaît bien en général. Le problème, c'est que là, c'est plus directement moi. Ça me touche parce que j'ai pas envie qu'elle soit d'abord malheureuse. Et depuis donc je leur ai annoncé, je les ai plus au téléphone, je ne les ai plus vus. La plus jeune m'envoie de temps en temps un petit texto pour me dire on a besoin de digérer. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en colère mais triste, donc ce qui est plus grave pour moi. Elles sont comme effondrées, enfin elles le sont. La grande, c'est comment dire, réfugiée dans sa passion qu'est la lecture. Et même leur mère, je communique avec leur mère régulièrement pour vérifier, comme c'était les vacances. Et qu'est-ce qu'elles ont dit, leur mère? Eh bien, là, je suis en train d'essayer de négocier qu'on puisse se voir à travers leur maman, parce qu'elles me prennent plus au téléphone, elles ne répondent pas à mon texto. Bon, elles mangent des petits gâteaux au Nutella que je mets dans la voiture quand elles partent avec leur mère en week-end. Donc, je me dis qu'encore, elles refusent pas tout à fait tous mes cadeaux. J'essaie avec le sourire, mais bon, c'est une façon de leur montrer que je les aime. Moi, je continue à faire comme s'il y avait, rien, si c'était une bouderie en laissant des petits messages gentils. C'est pas mal. Textos, pas à moi de me fâcher. Mais ce que je voudrais, pas surtout, parce que elles sont d'une famille où il y a un peu de caractère, la maman en a aussi, qu'elles se braquent et que la rentrée se fasse avec la naissance du garçon, puisque j'attends un petit garçon qui va naître début septembre, et qu'elles ne veulent pas ni voir sa mère, ni voir l'enfant, qui est finalement leur frère, ni plus me voir, et que ça se mette en mode conflit durablement. Et je ne sais pas trop quoi faire. Oui, moi j'aurais envie de vous dire de pas changer de trajectoire, c'est-à-dire d'assumer finalement ce choix d'avoir un enfant et de comprendre que pour elle c'est excessivement douloureux. Vous parliez de relations fusionnelles avec elle. Elles se sentent abandonnées, trahies. Comment on n'est pas les deux seuls amours de sa vie. Elles régressent. Elles sont comme un petit enfant qui voit arriver un autre et qui dit on va me prendre ma place. Donc pour elle la bombe atomique c'est mais alors on va être privé de toute l'attention de notre père, de tout cet amour, de toute cette fusion. Et en même temps elles sont à un âge où elles peuvent s'en passer, elles peuvent prendre leur envol, commencer à grandir, à se détacher un peu de vous. Donc là, elles vivent un moment assez douloureux pour elles, mais en même temps qui est peut-être pas si mal. Et vous, il faut que vous soyez pas dans la culpabilité par rapport à elles. Sinon, vous vous portez le flanc à leur critique qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez ? Vous, si vous commencez à rentrer dans refaire des tonnes parce que vous sentez coupable de leur faire de la peine, elles ne peuvent que rentrer dans cette relation-là. Alors, j'avais imaginé cette partie effectivement, et j'ai voulu les rassurer. Par exemple, en leur disant le soir même quand je leur ai annoncé la nouvelle, qu'on se verrait toujours le mercredi, qu'on aurait toujours nos week-ends si on veut, etc. Parce que là où l'affaire se corse un petit peu, c'est que, et à ma grande surprise, c'est que je ne vis pas avec ma compagne, avec la nouvelle maman. Peut-être qu'on sera ensemble davantage encore, mais on est tous les jours ou presque ensemble, mais on a 2 appartements, on est chacun chez soi. Ça a toujours été comme ça et ça nous va bien. Et en fait, quand je leur ai annoncé, j'ai senti d'autres éléments. C'est-à-dire que je m'attendais effectivement, tu nous dis que maintenant, on n'en veut pas, tout ce qu'on veut. Mais il y a eu aussi, des deux, un jugement sur le fait que j'étais trop vieux. Ça, ok. Mais aussi que leur disant que de toute façon je serais toujours disponible, notamment le mercredi, parce qu'ils ont une chambre chacune chez moi là. Elles m'ont dit mais ça veut dire que tu t'occuperas pas de ton fils, ça veut dire que tu vas la laisser elle toute seule. Et en fait, nous en tant qu'adultes, on assume très bien nos choix. J'étais pas marié avec leur mère non plus, j'ai jamais été marié, je suis pas trop à l'aise avec ça.
Et si notre séparation s'est bien faite, c'est parce qu'on a toujours été très francs l'un avec l'autre et qu'on n'était pas mariés, justement, pour le meilleur et pour le pire. Enfin bref, c'est toute une histoire, mais je suis assez, je pense, assez correct, je dirais, avec ce que je peux, moi, engager avec les adultes. Mais mes filles ont eu, à un moment donné, un regard, finalement, que je dirais aujourd'hui assez romanesque. Ouais. Parce que je me dis que si... pour faire rapide aussi, ça s'est bien passé avec cette nouvelle amie jusqu'à qu'elle devienne ado. Donc, quand elles étaient plus jeunes, tout à fait que c'était ma compagne. Oui, jusqu'à ce qu'elles deviennent des femmes, un peu. Voilà. Absolument. Oui, là, il y a femme à femme. Là, on est dans la compétition par rapport au papa. Coup, voilà. Et ça, c'est pareil, passé lors d'un dîner où ça a basculé. J'ai cru être dans un mauvais film. Elle est plus jeune que vous, votre compagne, alors? Oui, de 10 ans. De 10 ans, d'accord, oui. Donc, elle est entre les deux, enfin, plus de votre côté, quand même, oui. Jusqu'à qu'elle devienne maman et puis qu'elle prenne certaines décisions, parce que sa vie professionnelle a pas mal changé aussi ces 2-3 dernières années, mais elle a eu toute une période un peu compliquée où elle était un petit peu plus à vouloir être copine avec elle. Ah oui. Et elle se comportait un peu comme une grande sœur. Oui. Et puis même dans sa vie, jusqu'à pas mal de changements de 3 ans seulement d'ancienneté, elle se comportait parfois un peu de manière pas gamine, mais voilà, elle s'affirmait pas comme femme, un peu comme demoiselle, on va dire. Ouais. Alors les filles, effectivement, les filles ont... En plus, si vous voulez, pour pouvoir préserver ma relation avec mes filles, c'est vrai que je l'ai jamais mis en avant, sachant que j'avais jamais l'impression, ou j'étais pas sûr d'avoir à la mettre en avant, puisqu'on avait des relations certaines périodes. Oui, donc vos filles avaient le sentiment d'avoir plus de place qu'elles. Et aujourd'hui, le fait qu'elles portent un enfant de vous, c'est elle qui prend la première place. Voilà. Donc maintenant... Oui. Donc non seulement, bon, effectivement, je pense trahison, privée d'amour, alors, je pense pas qu'elles puissent l'imaginer tellement elles savent que je les aime, mais c'est aussi le fait que je suis trop vieux, quel âge j'aurai quand mon garçon aura 20 ans. Mais ça, c'est pas leur problème. Et je vis pas avec elles. Est-ce que je vais m'en occuper et tout d'un coup, ils m'ont regardé comme si j'étais un monstre. Non, mais attendez, voilà. Denis. Oui, non, mais ça, Denis, que vous, ça vous déstabilise, ok, mais c'est pas leur problème. C'est votre vie d'homme, de père, c'est votre choix. Donc, ça peut leur faire beaucoup de bien. Plus vous assumerez ce choix-là, sans aucune culpabilité, plus ça va les aider, elles, à grandir. Vous voyez, il y a Sergio qui vous dit, voilà, ça leur fait un choc, c'est tout à fait normal et sain. Et je suis d'accord avec Sergio, mais je pense que quand le bébé sera là, tout rentrera dans l'ordre, je vous le souhaite. Il y a fort à parier que là, il faut laisser le temps faire son œuvre. Et que ça peut très bien se passer avec le temps. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, au début j'ai pensé que c'était une bouderie, puis là ça dure. Là ça dure parce que c'est vous qui avez du mal à assumer et à vivre ce temps long sans elle. Mais forcez pas, laissez-les se prendre le large et elles reviendront. Laissez-les à elles. Là elles ont un chemin à faire. Elles ont à digérer le choc de cette annonce et à grandir avec ce choc-là. Mais vous n'y pouvez rien. Maintenant, c'est dit, c'est fait, ça leur a fait un choc, mais ayez confiance dans leur jugement. Vous voyez, ayez confiance, parce que en ayant peur de les perdre, vous re-rentrez dans la fusion. Et du coup, vous risquez de prendre des mauvaises décisions ou de faire des choses qui vont jouer en votre défaveur ou tendre un peu la relation. Alors, j'entends bien, je note d'ailleurs, j'écoute avec attention, parce que si j'ai appelé, c'est parce que justement, j'ai besoin un peu de conseils et à pas savoir comment agir vis-à-vis d'elle, même si je le fais en douceur et que je veux préserver tout ce que on a d'acquis. Mais ce que disait aussi leur maman à elle, c'était que quand elle l'a appris, elle s'inquiétait, alors on ne veut pas dramatiser, mais que, l'image qu'elles ont des hommes alors, par leur papa soit durablement polluée, si on peut dire, par cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y croyez? Vous y croyez? Alors, j'espère que non, mais on a un souci pour la grande, qui est très solitaire, celle avec laquelle j'étais la plus fusionnelle, pour des raisons trop longues à expliquer ici.
et qui n'a pas de petits copains, qui n'a pas trop d'amis, qui est assez solitaire, qui se réfugie un petit peu sur le monde des animaux. Mais là, Denis, vous projetez des choses à vous. Vous les laissez pas libres, vos filles, de se faire leur opinion, de penser leurs choses. Vous faites des films là avec leur maman, parce que de dire ça va abîmer l'image de l'homme, ben mon Dieu, voilà, cet homme-là que vous êtes en l'occurrence a assumé son rôle de père. Avec leur maman, ça se passait bien. Vous avez fait un chemin avec une autre femme. Aujourd'hui, cette femme porte un enfant. Les choses ont l'air assez claires. En quoi ce que vous faites est épouvantable et abîmerait l'image d'un homme. Vous continuez, vous avez de nouveau être père, c'est beau, c'est la vie. Vous voyez, vous devriez vous poser vous-même la question de pourquoi vous pensez, vous et votre ex, que ça peut abîmer l'image de l'homme chez votre fille. Quelle image de l'homme avez-vous du coup, vous? Je vous renvoie à vous, hein, un peu. À moi? Oui. Moi, j'ai jamais trouvé qu'on s'aimait trop avec ma fille aînée. C'est la maman qui pensait que c'était trop. Oui, mais je vous sens pris dans une nasse, et vous avez parlé de fusion, et la fusion c'est une nasse, entre des projections, des images, et je vais tenter une option, mais peut-être j'ai tort, mais est-ce que aussi la maman des filles, peut-être qu'elle le vit elle aussi finalement pas si bien que ça, même si vous avez de bonnes relations, pour elle aussi c'est un choc. Cet homme qu'elle a aimé, avec qui elle a eu 2 enfants, qui aujourd'hui est de nouveau père avec une autre femme. Donc elle peut être aussi un peu bousculée, et la réaction de ses filles peut porter aussi quelque chose à elle. Voyez, prenez un peu de distance et regardez tous les protagonistes de votre histoire avec un petit peu de distance, et en vous recentrant sur vous, sur votre choix à vous d'homme, pour vous aider à l'assumer, parce que là du coup toutes ces réactions vous empêchent d'être bien dans ce que vous êtes en train de vivre, et qui en soi est juste dans ce que vous me décrivez. Alors si vous voulez, comme j'essaye, sans vouloir faire de généralité, de prendre parti des choses, ça a été assez cruel les premières semaines, parce que je suis pas habitué à pas voir mes filles pendant plus de 3 semaines. Oui, ça, forcément, là, ça devient votre sujet à vous. Hein. Ça me semble un siècle. Oui. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que avec cette bouderie, et j'espère simplement, si vous voulez, ce que vous disiez tout à l'heure. On va l'appeler comme ça, c'est bien. Oui. Oui, j'aimerais que ce soit qu'une bouderie momentanée, et pas une fâcherie qui dure des années. J'ai eu l'impression même que, consciemment ou inconsciemment, elle me faisait le cadeau de me rendre disponible à l'arrivée de ce petit bout de chou, puisque j'ai passé beaucoup de temps à préparer sa chambre, à faire tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc, si vous voulez, d'un côté, j'ai le souci de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le temps. Et en même temps, je me dis que le fait qu'elle soit comme ça, dans le silence, elle me laisse un peu le cadeau d'être complètement disponible pour l'arrivée du petit garçon, du 3e, si on peut dire comme ça. Oui, garçon, une fille, c'est pas... Oui. Non, mais tout, à vous entendre, en fait, vous voyez, vous compliquez quelque chose qui pourrait être excessivement naturel. Donc, c'est ces complications qui devraient vous interroger sur vous. Il y a Annie qui vous dit, surtout, tenez bon, mon mari plus âgé que moi a tellement voulu ménager ses enfants d'un premier lit qu'il m'a privé d'enfants et a tout pourri dans ma vie. Et puis... voilà, vos 2 filles n'ont pas à interférer dans votre vie de couple, n'en tenez pas compte, vivez, dit Yves. Et puis Ava qui vous dit, il faut le temps de digérer cette nouvelle, indique de manière assurante l'intention de l'intégrer, non de rejeter la relation de l'arrivée du frère. Moi, je crois vous entendre que vous compliquez énormément quelque chose qu'a dit d'ailleurs un auditeur, assez sain et naturel. Et vous devez respecter
et assumer le choc que vous avez créé chez vos filles. Et même vous, ça va vous aider à couper un peu ce cordon qui est peut-être un peu trop épais. Il y a Lily qui dit, Denis, vous n'êtes pas l'homme de vos filles, vous êtes leur père, elles comprendront. Oui, exactement. D'accord. Là, oui, vous êtes. Il y a un peu de culpabilité. Oui, il y a beaucoup de choses mélangées, mais je sens une opportunité pour grandir, qu'elle grandisse, et moi. Et pour vous aussi. Et pour vous aussi. Oui. Et oui. Et en même temps, c'est un peu dur et. Ah c'est quelquefois c'est pas confortable de grandir, mais là, encore une fois, vous êtes dans une relation même avec la mère de vos filles à qui vous demandez conseil. Vous voyez, vous êtes empêtré et ça vous empêche de tracer votre route. On parlait de route au tout début. Là, vous êtes sur un chemin, tracez-le. C'est ce petit bout de chou. Sophie, à l'arrivée. Si le bébé arrive, il peut arriver d'ici 10 ou 15 jours. C'est quoi? Je leur envoie un texto pour dire qu'il est né. Comment je peux imaginer la suite? Oui, voilà. Vous annoncez la naissance, le poids, le prénom, la bonne nouvelle, et puis laissez-les venir. Ne demandez rien surtout. Informez, continuez à informer, sans jamais rien leur demander. C'est à elles de venir maintenant. Elles tiennent à vous, elles tiennent à ce lien qui est si fort. Il y a Jean-Paul qui dit « Entouré de toutes ces femmes, vivement que le garçon arrive. » Vous allez avoir un allié dans la place. Merci. Denis. Il n'a pas tort, j'ai déjà eu 2 grandes sœurs et en même temps, on a du mal à les comprendre. C'est une bénédiction, ce petit garçon. Il va vous renforcer. Il va venir vous renforcer. Non, franchement, vous gâchez pas cette joie et laissez toutes ces femmes grandir, se détacher, faire leur chemin et elles reviendront. Vous inquiétez pas avec nos inquiétudes. Quelquefois, on se fabrique des mauvais plans alors qu'il n'y a aucune raison là avec ce que vous me décrivez. Donc lâchez vos inquiétudes et profitez. Voilà, Solange dit à vouloir trop bien faire, vous risquez de blesser votre compagne. Laissez la vie faire les choses. Et c'est votre compagne là qui a besoin de vous, de votre attention. C'est pas vos filles. C'est pas 16-18. C'est la maman de ce petit garçon qui arrive. Elle a vraiment besoin de vous. C'est cette femme-là. Dans toutes ces femmes qui ont une opinion sur ce que vous devez faire. Je sais. Là, on sent responsable de. Oui, mais portez pas là. Là, vous avez un nouveau couple et vous avez la maman de votre petit garçon dont vous avez à prendre soin. Et de ce petit garçon, il y a quelque chose d'important qui va se vivre là, qui est en train de se vivre déjà depuis des mois et qui va éclore dans quelques jours. Donc, votre attention, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs, Denis. Bon, merci beaucoup. Bon courage à vous, Bonne chance et puis bravo, bonne naissance. Merci. Allez, merci. Au revoir merci Denis. Réjouissez-vous. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous avons Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sophie. Voilà, je vous appelle ce soir parce que je me pose beaucoup de questions par rapport aux peurs et blocages que suscite chez moi en fait le désir d'un homme et ainsi que la séduction. Ouais. Donc en fait, ça m'a pas empêché, j'ai 35 ans, ça m'a pas empêché de vivre en couple et d'avoir des relations avec des hommes. Mais en fait, j'ai toujours choisi des hommes rassurants et du coup pour lesquels j'éprouvais pas forcément d'attirance physique forte. Ouais. Je précise. Alors, il y a beaucoup d'éléments en fait à vous indiquer. En fait, j'ai fait une psychanalyse durant 10 ans. Ouais. De l'âge de 20 à 30 ans. Ouais. Ce qui me permet à présent d'avoir déjà de me sentir épanouie. Et vraiment épanouie. Je me sens mieux maintenant que jamais je l'ai été. Et je pense que j'ai une analyse relativement juste des situations parfois compliquées que j'ai pu vivre et des situations que je peux rencontrer toujours à présent. En fait, je vous appelle parce que hier au soir, en fait, hier au soir, oui, je vous ai écouté. Oui.
Et je me suis dit que j'allais profiter de votre présence à l'antenne cette semaine pour vous appeler. Ouais. Et puis, du coup, 1h du matin arrivant, je suis allée sur... mardi dernier, je n'avais pas écouté entièrement l'émission, donc je l'ai réécoutée et je me suis endormie, en fait, au son de votre voix. Et je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce que du coup, je me suis autorisée à rêver. Ouais. Et du coup, je vous appelle parce que j'aimerais bien avoir un éclairage sur ce rêve qui comment dire, symbolise une vraie valeur symbolique, à mon avis, par rapport à toutes mes angoisses, en fait. Ouais. Avant de vous raconter ce rêve, parce qu'il a bien surpris votre collaboratrice, donc oui. J'ai peut-être précisé que j'ai pas fait une psychanalyse pour rien. J'ai une mère violente, très dévalorisante vis-à-vis de mon corps et qui s'occupait pas vraiment de nous parce qu'elle-même était, est d'ailleurs, je parle au présent, souffre de paranoïa et elle est psychotique. Donc ces éléments-là, je les ai, ces mots-là, j'ai pu les mettre durant ma propre analyse en fait. Donc, quant à mon père, lui, il a été très longtemps alcoolique. Ouais. Donc, mes parents ont vécu ensemble et puis ils se sont séparés, sachant qu'avant leur séparation, l'un et l'autre. Je vous explique tout ça parce que ça permet peut-être de comprendre ma problématique actuelle. Ouais. Donc l'un et l'autre se trompaient. Donc ils se trompaient, puis ma sœur et moi on était au courant, mais il fallait bien sûr pas le dire à l'autre parent, quoi. Donc tout ça a été assez compliqué pour moi à gérer parce que des fois on allait chez le dentiste, mais c'était pas vraiment pour soigner les dents, puis ça gueulait dans tous les sens et après on repartait. Et donc, voilà, ça a été compliqué. Vous avez bien fait de faire une psychanalyse. Mais il a fallu 10 ans. Hein. Voilà, oui. Ouais, mais bon, il y avait beaucoup de choses. Et alors là, vous vouliez nous parler de votre rêve. Oui, je vous raconte. Alors juste une dernière chose aussi en disant que la relation avec mon père a été plutôt incestuelle, on va dire. Pas du tout incestueuse, mais incestuelle. Oui, je comprends. Il a projeté sur moi, je pense, des choses. Des désirs, en tout cas. Pardon ? Des désirs, en tout cas. Voilà, et que moi j'ai ressenti. Et puis des quelques gestes malheureux. Oui. Qui ambigu et déplacé. Tout à fait. D'accord. Donc mon rêve. Juste avant de raconter mon rêve, hier j'ai regardé un film à la télévision et il y a une scène qui m'a marquée et je la reprends dans mon rêve, cette scène. C'est pour ça que je vais vous la raconter. C'est juste. C'était quel film ? La Baule, les vacances à la Baule ou la. C'est la Baule Lépin ? Voilà, c'est ça. Ok. Avec Nathalie Baye et Richard Berry. Ouais. Et là-dedans, donc il y a la fille cadette. Et donc moi-même, je suis la fille cadette de mes parents. Et cette petite fille, à un moment donné, je sais plus pourquoi, mais je me souviens que de la scène où elle démembre en fait sa poupée. Ouais. Suite à une colère en fait. Ouais. Et quand j'ai regardé ce film, cette scène, elle m'a saisie. Et je me suis dit, mais finalement, suite à une colère, je veux dire, elle se fait du mal à elle-même en démembrant comme ça sa poupée. Et ça m'a rappelé moi. Et les gestes que moi je faisais quand j'étais gamine et quand je n'arrivais pas à faire entendre la raison à ma mère qui n'en avait déjà plus, je me tapais souvent, je me donnais des coups de poing sur les cuisses en fait. Et ça m'a fait penser à ça. Donc voilà mon rêve. Donc hier, je m'autorise à rêver et à me rappeler de mon rêve ce matin. Et en fait, on jette un homme dans un puits. Et en fait, quand je dis on, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hommes, des ombres noires, qui jettent un autre homme dans un puits avec mon consentement. Hein. C'est même moi sans doute qui suis à la demande de ça. Bon, on jette cet homme dans ce puits et où aboutit ce puits? Dans ma voiture, bien sûr, et dans le réservoir de carburant de ma voiture. Oui. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'étais en analyse, j'ai déjà fait un rêve où la voiture était pour moi symboliquement représente un peu le rapport justement incestuel que j'ai pu avoir avec mon père. Ou en tous les cas, c'est beaucoup lié à la sexualité pour moi. Oui.
Et ce qui est rigolo entre guillemets, c'est que cette voiture, c'est mon ancienne voiture et je viens d'en acheter une toute neuve et du coup je suis contente parce que j'ai pas projeté ça sur ma nouvelle voiture, mais sur l'ancienne. Et en tous les cas donc le cadavre de cet homme donc il se trouve caché et donc même si je suis pas l'auteur du meurtre a priori, mais n'empêche qu'il faut pas qu'on sache qu'il y a un cadavre dans ma voiture. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, une collègue de travail, qui est à peu près grosso modo mon âge et qui est à peu près, je pense, à les mêmes réflexions que moi, elle va dans ma voiture et elle trouve le corps. Mais en fait, le corps, on l'avait jeté, nous, en entier, mais elle, quand elle le voit, eh bien, en fait, il est démembré. Et, mais c'est pas sanguignolant, je veux dire, mon rêve... c'est pas, il n'était pas spécialement effrayant ce rêve, si ce n'est que fallait le cacher, si ce n'est que je me sentais donc coupable de quelque chose, et voilà. Et voilà, ouais. Et je me retrouve, pourquoi mes interrogations, ou en tous les cas, le constat que je fais actuellement. En fait, actuellement, je suis en train de lire un bouquin, en fait, sur un bouquin écrit par un psychanalyste, Qu'est-ce que la séduction ? Et du coup, en fait, j'ai été attirée pour lire ce bouquin parce que je vois bien que j'ai mes propres blocages. Mes amis ou mes collègues de travail n'imagineraient jamais ça parce que je sais, dans un contexte rassurant, je sais tout à fait, je sais que je peux être séduisante et être séduite dans tout type de relation. Mais quand j'ai une très forte attirance pour un homme, et ben là, je suis une vraie... Voilà, je bloque, j'ai l'impression d'être une vraie bécasse et tout ce que j'ai construit et tout ce que je suis disparaît. Mmh. Alors, en même temps, comme vous dites, donc vous avez travaillé longtemps en analyse, Stéphanie, vous savez déjà que quand on rêve, les personnages qu'il y a dans le rêve, c'est souvent soi-même, c'est une partie de soi. C'est-à-dire que l'homme qu'on a jeté dans le puits, c'est l'homme en vous, c'est votre masculin. C'est pas... Parce que je me demandais, en vous écoutant, pourquoi vous faites le lien entre votre rêve et vous parliez de séduction. En quoi, pour vous, ce rêve évoque une problématique autour de la séduction ? Parce qu'il y a un homme ? Parce que moi, cet homme, je pensais au départ, même s'il n'y ressemblait pas du tout, que ça pouvait être mon père ou tout autre homme. Mais vous avez peut-être raison, c'est peut-être le masculin qui est en moi. Oui, moi, ce que je trouve, ce qui me vient en vous écoutant, mais c'est vous qui savez, parce que il y a des choses qui sont un peu des invariants, c'est-à-dire que quand on rêve donc de soi, on rêve de ses désirs ou de ses peurs, et des choses qui sont bloquées, qui restent à réaliser ou en cours de réalisation. Et si vous voulez donc il y a, on va dire, un homme, donc une partie masculine qui est jeté dans un puits et ce puits arrive au réservoir de votre voiture. Or la voiture, on dit toujours ma voiture, c'est un véhicule. C'est quelque chose de la mobilité qui est synonyme de votre... souvent, les rêves de voiture, on dit automobile dans la ville. Et quand on rêve d'une voiture, on rêve de sa façon de se mouvoir aussi dans la vie, qui est très singulière, puisque c'est ma voiture, c'est mon automobile. Elle me permet de m'automobiliser. Et donc là, l'homme, le masculin, il est dans le réservoir. Donc là où on met le carburant pour avancer normalement. Mais l'homme est caché et mort dans ma voiture. Alors, comment vous savez qu'il est mort et caché ? Parce que vous dites qu'il est dans le réservoir. Donc, vous l'avez vu aussi dans le coffre ou... Ah non, il est dans le coffre, je sais pas où il est. Mais pour vous, il est mort. Ah bah oui, parce que... Donc, il y a un carburant qui est, mais qui sert pas. Alors, je peux peut-être vous dire autre chose, en fait, parce que, la première fois que j'ai eu ma première voiture, et ben même pas 15 jours après, au lieu de mettre du diesel, j'ai mis de l'essence dedans. Tiens donc. Et donc, on se retrouve donc avec mon père
Chez mon garagiste. Donc mon père, à l'époque, Et en plus, là, vous venez de changer de voiture, hein? Et vous faites ce rêve au moment où vous venez de changer de voiture. Ouais, mais elle est toute neuve, cette fille. C'est la mienne et c'est une première main. Oui. Personne n'y a... Vous voyez les mots que vous employez, c'est intéressant. Ouais. Oui, mais je fais exprès. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'avais besoin que ma voiture, elle n'a pas été vendangée, mais qu'elle a été nettoyée par un autre homme. Et en l'occurrence, c'était le garagiste à l'époque. Mais déjà à l'époque, je crois que j'avais dû faire le lien. Et qu'en plus, ma grand-mère m'avait prêté de l'argent à l'époque aussi pour acheter cette voiture. Et en fait, j'ai fait d'autres réparations, tout ça. Enfin, il était pour moi inconcevable que ma voiture puisse provenir soit de ma grand-mère ou de mon père. Il fallait que symboliquement que je la lave de tout ça, en fait. Et que je la lave elle et que je me lave moi de ce que mon père m'a fait. Et que même s'il n'y a pas eu de viol, d'inceste, c'est pour moi quand même très difficile à évoquer. Oui, c'est ce que j'entends. Et puis en parlant de viol aussi, donc j'ai appris il y a 2 ans, je fais des liens, hein, mais je sais pas si tout a un rapport, mais ma mère m'a appris il y a 2 ans, donc ma mère délire H24, mais donc elle raconte pas grand chose de sensé, mais elle parle tout le temps, elle dit tout le temps qu'elle est violée, tout le temps, j'ai tout le temps entendu ça quand j'étais gamine, beaucoup de peur de l'intrusion, beaucoup de paranoïa, on est sur écoute, etc. Et elle m'a annoncé il y a 2 ans qu'elle avait été violée. Et là, je l'ai cru, là. Autant toutes les autres fois, c'était de l'ordre du fantasme. Autant elle m'a donné des détails. Et puis, à cet instant-là, je l'ai cru, quoi. Enfin, bon. Et du coup, je sais pas si... même si je l'ai appris il y a que 2 ans, finalement, si ma mère ne me l'a dit ça il y a que 2 ans, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui se fait entre tout ça? Oui, c'est vous qui, Stéphanie, je veux pas moi faire de l'interprétation sauvage avec vous et de faire des liens. Si cette idée, cette image-là vous vient à l'esprit, c'est qu'il y a sans doute un lien là où il y a un lien évident que vous faites. C'est que là, vous faites ce rêve au moment où vous changez de voiture, parce que on fait des rêves qui sont attachés à des événements de notre vie et qui viennent nous parler symboliquement, raccrochés à quelque chose qu'on est en train de vivre. Or, vous faites ce rêve à un moment donné très important dans votre vie, où cette histoire de changement de voiture, première main, nouvelle vie, c'est une nouvelle mobilité. Donc, votre rêve et cet homme qui est mort et qui est dans le réservoir, ça peut être aussi quelque chose d'un ancien masculin en vous que vous voyez qui est mort pour permettre autre chose. Et cette histoire de voiture peut être un passage entre l'ancienne voiture et la nouvelle voiture, donc une ancienne mobilité et une nouvelle. Parce que vous dites que c'est pas effrayant, hein, votre ressenti dans le rêve, c'est très important quand vous rêvez de savoir quel est votre ressenti, savoir si vous êtes effrayé, si c'est apaisant, si vous observez les choses à distance, vous voyez quelle est votre posture dans le rêve. Alors, je précise, alors c'est vrai que vous avez peut-être raison en me demandant si d'abord il était mort. Effectivement, pour moi, oui, mais c'était pas un corps vivant. En même temps, je suis pas sûre que ce soit un corps vivant. Hein. Même, ouais. Puis ça avait l'allure d'un homme, mais une ombre noire, mais c'était pas, je voyais pas la chair ni rien, quoi. Et mon regard à moi, c'était un peu un regard. Un peu lointain, quoi. C'est-à-dire que... Donc vous passez à autre chose. Oui, et en même temps, fallait pas que... il y avait le côté... j'avais été démasquée, quoi. Je savais que j'avais pas tué cet homme, mais le surmoi... je suppose que c'est le surmoi, oui. Et là, en l'occurrence, c'était la police, où fallait pas qu'on le sache, quoi. Mais c'est entre vous et vous. C'est une histoire entre vous et vous, Stéphanie. Bah oui. Fallait pas qu'on le sache... Parce que c'est vous qui êtes en train de résoudre quelque chose qui vous regarde vous. Voyez ? Ouais.
Ouais, j'ai compris. Mais attention, parce que j'entends bien, attention à tout ce que vous élaborez autour qui vous pollue un peu. Mais je comprends, hein, vous avez fait beaucoup d'années d'analyse, mais du coup, attention à pas surinterpréter. Parce qu'après, vous allez y trouver des choses qui ne sont pas à trouver. Un rêve, c'est en soi quelque chose d'assez simple, dans le sens où il y a un message essentiel et très symbolique. Il n'y a pas 50 000 ramifications. D'accord. Après, c'est vous qui surinterprétez. Et du coup, vous en perdez l'essence. Or, là, en vous écoutant, il y a quelque chose d'assez tracé. C'est très important, cette histoire de voiture, de réservoir d'essence, qui est l'énergie. Restez bien ancrés dans tous ces symboles. Et ces symboles vous renvoient à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Pourquoi vous faites ce rêve-là? C'est parce que justement vous venez de changer de voiture, et donc il y a comme quelque chose de très fort, puisqu'avant l'ancienne voiture était liée à votre père, donc à effectivement un homme, donc un rapport au masculin, vous voyez. Mais vous êtes parti au début en parlant de toute autre chose, de la séduction, de votre difficulté à séduire. On n'est pas là-dedans, là. Alors là-dessus, je vous rejoins pas, parce que ce rêve, en fait, juste avant de m'endormir, j'étais en train de... en ce moment, je me pose beaucoup de questions, puis j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui me plaise vraiment et qui soit pas quelqu'un de rassurant, parce que, enfin, qui soit pas uniquement rassurant. Donc de changer de carburant. C'est ça, ouais. Eh ben oui. Alors, il y a le rapport. On est quand même bien là, mais en même temps, il y a la peur, et il y a la peur de mon propre désir qui monte aussi. Oui, parce que ce carburant-là, c'est aussi mon... Et alors, la peur, c'est un moteur aussi. Si vous la reconnaissez, si vous la regardez. Ah oui. Mais je reviens sur le fait il me semble que vous m'avez dit que ça n'avait pas de lien avec la séduction. Non, mais là, quand vous en parlez, vous voyez, on le trouve. Ah ben voilà. Voilà. Vous voyez ? Là, je l'entends. J'entends que vous désirez changer de carburant. Ouais. Et alors, il y a Lily qui dit, pourquoi n'allez-vous pas en parler à votre psychanalyste? Il semble que vous souhaitez encore travailler. J'y ai songé, hein. Mais maintenant j'arrive à gérer beaucoup de choses et... Oui, mais peut-être que vous allez vous en dépatouiller toute seule. D'accord. Non mais moi je dis d'accord. Hein, et ça, là, il faut faire comme on le sent. Mais voyez, il y a plusieurs liens, parce qu'il y a quand même une belle énergie dans votre rêve là, je trouve. Il y a quelque chose quelque chose qui meurt, c'est quelque chose de nouveau qui émerge. Ah oui. Et on est dans le réservoir, on est dans le carburant, on est dans l'énergie. Ouais. Alors il y a plusieurs masculins dans ce rêve-là. Il y a votre rapport au masculin, il y a l'homme que vous désirez pour accompagner la femme que vous êtes et une partie de votre masculin. Et puis il y a aussi un petit morceau du père. Enfin voilà, il y a tout un pulse que vous avez assez bien déterminé. Après, il faut remettre les pièces dans l'ordre. C'est comme un pulse. Oui. Mais par rapport au masculin qui est en moi, j'ai toujours senti, mais ça c'est quelque chose qui reste justement pour moi obscur, mais je crois que c'était le rêve en fait. C'est quelque chose qui reste presque obscur. Pour moi, ça c'est de l'abstrait. Autant je peux le vivre des fois, je peux me sentir assez masculine, mais pas du tout physiquement, mais peut-être dans mon tempérament, quoi. Non, mais c'est abstrait. Le fameux yin et yang du Tao chinois, le masculin, le féminin, c'est abstrait. C'est de l'ordre, c'est de la force, c'est de l'énergie. C'est pas, on n'est pas masculine. Enfin, vous voyez, c'est pas des schémas, on va dire à l'occidental, ou des images ancrées. C'est un flux. C'est une énergie, le masculin qui est l'énergie de la force, de l'action, le féminin plus intérieur, plus introverti, plus dans le giron maternel, mais on est homme ou femme dans ces forces masculins féminins. Après, on a des équilibres qui se trouvent. Voilà. Eh ben, Stéphanie, je vous laisse faire votre petit miel de tout ce qu'on vient de se dire et continuer à travailler votre joli rêve. Oui, je vous remercie beaucoup. Hein? Écrivez-le et repensez-y. Oui. Il va bouger. Oui, je vous remercie beaucoup. Au revoir Stéphanie. Bonne nuit à vous et bon rêve.
Faites de beaux rêves. Merci. Bonsoir Stéphanie. Voilà, il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une très belle nuit, je vous laisse en compagnie de Pierre Courade pour le Flash. Bonsoir Pierre.